C'était des gens qui, de par l'affaiblissement, l'amoindrissement de leur effectif démographique, de par l'effondrement de ce qu'ils avaient pu avoir autrefois de technique à la suite du heurt avec la civilisation, c'était des gens déformés, mutilés, ébranlés par toute une histoire. Donc, en aucune façon des primitifs, mais en tout cas une société qui, même réduite par toutes les conditions que je viens de décrire à sa plus simple expression, offrait sur un terrain expérimental l'image d'une société aussi simple ou presque aussi simple qu'il soit possible d'en concevoir une. Je me suis trouvé envoyé sur la ligne Maginot, à la frontière belgo-luxembourgeoise, à un endroit où d'ailleurs il n'y avait aucune troupe anglaise à ce moment-là, mais où on pensait qu'il pourrait y en avoir. Et j'étais là pour les accueillir, mais je n'avais strictement rien à faire. Je crois bien que c'est à ce moment-là, enfin un jour, où j'étais étendu dans l'herbe et où je regardais des fleurs, et notamment une boule de pissenlit, que je suis devenu, ce que je ne savais pas encore s'appelait structuraliste, en pensant aux lois d'organisation qui devaient nécessairement présider à un agencement aussi complexe, harmonieux et subtil que celui que je contemplais et dont je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il pût résulter d'une suite de hasards accumulés. Je me sentais tout à fait comme un étudiant, puisque, comme je vous le disais, mes années de travail sur le terrain ont été viciées par le fait que je ne possédais à cette époque aucune formation ethnologique véritable. Et tout ce que je sais d'ethnologie, ou ce que je crois savoir, je l'ai appris pendant ces années de New York et au cours des journées entières passées l'une derrière l'autre à la New York Public Library, où j'ai lu de l'ethnologie depuis le matin jusqu'au soir. Mais je la lisais bien sûr déjà dans une perspective qui était celle que j'avais senti s'esquisser dans les réflexions que j'évoquais d'ordre botanique sur la ligne Maginot, mais qui se sont trouvées tout à fait concrétisées par la rencontre que j'ai faite alors dès 1941-42 du grand maître de la linguistique structurale de Roman Jakobson, qui était, comme moi, professeur aux États-Unis. Et c'est là que je l'ai connu, c'est là que j'ai eu par lui la révélation de ce qu'était et la linguistique en général et la linguistique structurale en particulier. Si l'on s'applique à considérer que les sons émis, ou plus exactement les phonèmes de la langue, comme disent les linguistes, n'ont de réalité et d'importance que dans la mesure où ils servent à distinguer des significations, et que tant qu'ils sont aptes à distinguer ces significations, les petites variations qui peuvent apparaître en fonction du moment, en fonction de l'heure ou de la minute, n'ont pas d'importance, et que ce qui est important, c'est donc la relation entre les phonèmes
et non pas les sons du langage lui-même, à ce moment-là, on se met en position de comprendre ce qu'est la structure d'une langue. Or, dans le domaine des faits sociaux, nous nous trouvons placés devant une situation tout à fait analogue. Pour autant que les sociétés nous mettent en présence d'un foisonnement, d'une diversité tout à fait incroyable, je ne dirais pas d'institutions, car ce ne sont pas exactement les institutions, c'est la manière dont ces institutions se manifestent ici et là, aujourd'hui ou demain. Et le problème est de comprendre quelles sont les relations entre ces apparences et non pas quels sont les phénomènes eux-mêmes tels qu'ils apparaissent à l'observation la plus empirique. Ce qui nous intéresse dans le caractère inconscient des phénomènes linguistiques, c'est que précisément cette inconscience même les met à l'abri de toutes ces interprétations secondaires que nous avons tendance à donner de nous-mêmes et qui constituent le plus grand obstacle au progrès de l'investigation ethnologique ou sociologique, puisque nous ne savons jamais si nous étudions les phénomènes eux-mêmes ou la manière dont ils nous apparaissent ou l'interprétation que nous nous donnons à nous-mêmes de ces phénomènes. Tandis que le langage étant élaboré, nous ne sommes évidemment pas conscients pendant que nous parlons des lois qui président à notre articulation phonétique ou à la construction grammaticale des phrases que nous émettons. Et c'est ce caractère inconscient qui nous permet, dans le domaine de la linguistique, d'accéder à l'objectivité. Et c'est donc dans la mesure où nous pouvons également atteindre le niveau où s'élaborent inconsciemment les phénomènes sociaux, que nous sommes capables de les aborder de manière objective. Oui, j'ai essayé de la placer au départ, en essayant en même temps de la réintégrer dans un cadre plus vaste, puisque j'ai essayé de montrer que la prohibition de l'inceste n'était que la face négative d'un autre grand phénomène pratiquement universel dans les sociétés humaines, et qui est l'exogamie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'interdiction d'épouser telle personne qui se trouve vis-à-vis du sujet dans telle ou telle relation de parenté, il y a en même temps obligation de chercher son conjoint ailleurs que dans le cercle de famille le plus restreint. Et si j'ai essayé de me tourner vers ces grands phénomènes, c'est qu'il me semblait indispensable pour comprendre la diversité, la variété, l'arbitraire apparent des coutumes et des institutions dans le domaine de la parenté, de les rattacher tous à quelques principes universels dont on puisse considérer qu'existant sous une forme ou sous une autre d'ailleurs dans toutes les sociétés humaines, on pouvait en déduire les modalités diverses sous lesquelles ils se réalisent ici et là. N'est-ce pas, il faut s'entendre, ce n'est pas le contenu qui est universel. Et la règle de la prohibition peut varier, et varie d'ailleurs, à l'extrême d'une société à l'autre. Des sociétés qui sont extrêmement rigoureuses et qui traitent comme incestueux toutes sortes de rapports auxquels nous ne songerions pas à appliquer le terme. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus libérales, et qui autorise des degrés qui ne le seraient pas dans un grand nombre d'autres sociétés. Si vous prenez le mariage des cousins, qui est un cas limite, peut être considéré comme incestueux dans un grand nombre de sociétés, ou assimilable à l'inceste, ou en tout cas interdit, tandis qu'au contraire, ce sera un type de mariage prescrit dans bon nombre d'autres sociétés. Ce n'est l'Égypte ancienne où ce que nous appellerions des mariages incestueux étaient de pratique courante. Vous voyez que le contenu de la règle est extraordinairement variable. Mais ce qui n'est pas variable, c'est qu'il existe une règle. C'est que, où que ce soit, on ne puisse pas faire n'importe quoi.
Ça n'a pas d'importance que le goulot d'étranglement soit très large ou qu'il soit très étroit.